Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons traiter du système rénine-angiotensine, mais également des bases de la néphrologie. Voilà le plan que je vous propose de suivre pour cette vidéo. Tout d'abord, il est important d'avoir quelques prérequis, quelques informations préalables pour bien comprendre ces explications. Tout d'abord, la pression artérielle dépend d'un volume et ce volume dépend de l'eau. C'est ce que je vous illustre ici avec ces exemples. Dans un Dans un contenant, une bouteille, comme vous pourriez avoir pour schématiser en fait vos artères, si vous mettez un petit volume, ce petit volume ne va pas beaucoup appuyer sur les parois et donc la pression sur les parois sera faible. C'est comme un petit volume de sang n'appuierait pas beaucoup sur les parois artérielles et ferait une pression artérielle plus faible. En revanche, si vous augmentez ce volume, vous avez une pression plus forte sur les parois, une pression artérielle plus forte sur les parois des vaisseaux sanguins. Ce volume, il est varié, c'est du sang et le sang est composé à moitié du plasma qui est lui-même composé majoritairement d'eau. L'eau est donc un très bon moyen de réguler ce volume et donc de réguler la pression artérielle. Deuxième postulat important, l'eau et le sel vont toujours de pair. L'eau suit très souvent et même majoritairement les mouvements du sel. Là où vous avez du sel, vous aurez de l'eau. Là où vous n'avez pas de sel, vous n'aurez pas d'eau. C'est important de le garder en tête. Et enfin, puisqu'on parle d'eau et de sel, il faut parler d'osmolarité, qui est une notion citée plusieurs fois dans les cours, mais difficile à comprendre. L'osmolarité, c'est une quantité d'osmol dans un volume de liquide, et notamment un volume d'eau. Les osmoles, ce sont des particules, principalement des ions, qui ont un pouvoir osmotique. La principale osmole, c'est le sodium, et c'est celle qui est d'ailleurs le plus finement régulée. On peut donc simplifier la définition d'osmolarité en disant que c'est une quantité de sodium dans un volume d'eau. Je vous ai mis 3 exemples ici pour comprendre l'idée de ce rapport mathématique. C'est une fraction et j'insiste là-dessus. Si vous avez 10 molécules de sodium dans un volume de 50 ml d'eau, votre osmolarité est en quelque sorte d'un cinquième. Si vous doublez votre nombre d'osmoles dans un même volume, vous avez donc 20 osmoles sur 50 ml d'eau, vous avez une osmolarité de 2 cinquièmes, vous avez bien doublé vos osmoles et doublé votre osmolarité. De la même façon, si vous reprenez votre quantité d'osmoles de départ mais que vous divisez le volume d'eau par 2, vous baissez votre dénominateur, vous allez augmenter votre osmolarité puisque 10 sur 2 sur 25 est également plus élevé que 10 sur 50. Voilà. Passons maintenant aux bases de la néphrologie, c'est-à-dire du fonctionnement du rein. L'unité fonctionnelle du rein, c'est le néphron, que vous voyez juste ici. Le néphron est composé d'abord du glomérule et du tube rénal. Le glomérule, c'est donc la composante vasculaire, l'artériole afférente, un lit de capillaires, une artériole efférente, et la capsule de Bowman, qui est le compartiment dans lequel vont se faire les échanges entre le sang et le secteur urinaire. Par la suite, ce qui sera filtré, qu'on appelle l'ultrafiltrat, ira dans le tube contourné proximal, l'anse de Henle, le tube contourné distal, le collecteur médulaire, le canal collecteur, pardon, afin d'atteindre les cavités urinaires excrétrices, urtère, vessie, urètre, et enfin être uriné lors de la miction. Intéressons-nous d'abord au glomérule, là où a lieu la filtration, qui est le cœur de la fonction rénale. Et attardons-nous en premier sur la première partie. L'artériole afférente contient tout le sel du corps, en quelque sorte, contient un volume d'eau et de sel, et d'autres substances, qui arrivent au niveau du néphron. Au niveau du capillaire, c'est là que vont se faire les échanges, c'est là qu'aura lieu la filtration. On va donc avoir une sortie de tout un tas de substances qui vont sortir des vaisseaux sanguins pour aller vers le secteur urinaire et notamment le sodium, qui va quitter très majoritairement le sang pour rejoindre le secteur urinaire. C'est ce que vous voyez représenté ici. Et donc, l'artériole efférente ne contiendra pas ou presque pas de sodium puisqu'il sera passé dans la capsule de Bowman qui sera passé donc dans l'ultrafiltrat, le secteur urinaire. À ce moment-là, l'eau et le sel seront plutôt du côté urinaire et non pas du côté vasculaire sanguin.
vous vous rendez bien compte que ça ne peut pas être définitif, sinon nous n'aurions pas de sel et de sang et de sel et d'eau dans le sang et donc nous n'aurions toujours une faible pression artérielle, ça ne peut pas marcher. Il faut donc récupérer une partie de ce que l'on a filtré. Le glomérule a tout vidé dans le sang, il faut ensuite récupérer ce qui nous intéresse. Et c'est là le rôle des différentes parties du tube rénal. Le tube rénal, en fait, va avoir tout le long de sa paroi des cellules qui expriment différents transporteurs, différents canaux, différentes protéines chargées de récupérer dans les urines ce qui est encore utile dans le sang, et notamment du sodium. Ça passe par différentes protéines comme la pompe Na+K+, ou la pompe Na+H+, ou des canaux sodiques. On va donc récupérer une partie du sodium et donc une partie de l'eau afin d'avoir un volume sanguin et donc une pression artérielle constante dans des valeurs homéostasiques. Comment se fait cette régulation de savoir quelle quantité de sel et d'eau il faut récupérer? Eh bien, c'est le rôle du système rénine-angiotensine. Voyons d'abord un petit regard général sur ce système. Donc, l'angiotensinogène produite par le foie est transformée, clivée par la rénine en angiotensine 1. Cette angiotensine 1 est une hormone circulante mais inactive qui va ensuite être clivée par l'enzyme de conversion en angiotensine 2. L'enzyme de conversion est produite par les capillaires sanguins et notamment par les capillaires pulmonaires. Et c'est l'angiotensine 2 qui sera une hormone circulante active et qui aura différents effets biologiques. La régulation en fait de ce système rénine-angiotensine, elle passe par la rénine. Les autres réactions ont lieu de manière assez constante et c'est seulement la sécrétion de rénine qui est modulée en fonction des situations. Tout d'abord, si vous avez une stimulation sympathique, vous le savez, le système sympathique a pour but de faire remonter la pression artérielle. Il va donc stimuler ce système qui lui aussi cherche à faire remonter la pression artérielle. La baisse du NaCl urinaire, la macula densa, qui se trouve à proximité de la capsule de Bowman, va en fait mesurer la quantité de sel qui aura été filtrée, puisqu'on vous avait dit, je vous ai dit que quasiment tout le sodium était filtré, sortait du sang vers les urines. Si on se dit qu'il n'y a pas beaucoup de sel dans les urines, c'est que sûrement il n'y en avait pas beaucoup dans le sang. Et que si on n'avait pas beaucoup de sel dans le sang, c'est que nous n'avions pas beaucoup d'eau. Nous avions donc une pression artérielle basse. Donc il faut sécréter de la rénine pour activer le système rénine-angiotensine. Et enfin, une hypotension de l'artériole afférente. Eh bien oui, puisque s'il y a une hypotension artérielle afférente, le rein va supposer que c'est tout le corps humain qui subit cette hypotension. Et que donc il est intéressant pour lui d'avoir un mécanisme qui fait remonter la pression artérielle. Et il va donc sécréter de la rénine. La rénine permet in fine la production d'angiotensine 2. Et cette angiotensine 2 a différentes actions biologiques. Elle fait sécréter de l'aldostérone au niveau de la zone corticale de la glande surrénale. Et nous reviendrons sur les actions de l'aldostérone un peu plus tard. Elle va aussi agir sur les vaisseaux glomérulaires pour diminuer la filtration. C'est-à-dire qu'on va faire dans le glomérule, dans les capillaires, on va resserrer les capillaires pour diminuer la surface d'échange et faire en sorte qu'il y ait moins de choses qui sortent du sang et notamment moins d'eau et moins de sel. On va agir sur les vaisseaux sanguins périphériques pour faire de la vasoconstriction. C'est le premier prérequis dont je vous avais parlé. Euh, si vous n'avez pas beaucoup de contenu, il faut le mettre dans un contenant plus petit pour avoir assez de force sur la paroi des artères. On va aussi agir sur le centre de la soif. Évidemment, si vous manquez de volume d'eau, vous pouvez toujours boire de l'eau, augmenter le volume ingéré d'eau. Et donc ça, c'est le rôle du centre de la soif au niveau de l'hypothalamus. Et il va aussi agir sur la neurohypophyse pour libérer de l'ADH, de l'hormone antidiurétique, dont nous parlerons des actions tout à l'heure. L'aldostérone. L'aldostérone, elle est sécrétée dans différentes situations, notamment la stimulation par l'angiotensine 2, on vient de le dire, mais également par la stimulation par l'ACTH, qui est une hormone produite par l'antéhypophyse. Et surtout, elle est produite dans une situation particulière qui est l'augmentation du potassium sanguin et la diminution du sodium sanguin. Puisque je vous l'ai dit, le sel et l'eau vont ensemble. Si je n'ai pas beaucoup de sel dans mon sang, c'est que je n'ai pas non plus beaucoup d'eau. Et donc, la surrénale se dit qu'il faut sécréter de l'aldostérone pour ensuite réabsorber du sel et de l'eau au niveau rénal, puisque c'est le rôle de l'aldostérone.
Voyons plus en détail comment cela fonctionne. L'aldostérone va rentrer dans les cellules qui bordent le tube rénal. Elle va rentrer dans ces cellules, dans le cytoplasme, elle va avoir son récepteur, et le couple aldostérone-récepteur de l'aldostérone va ensuite rentrer dans le noyau pour agir comme facteur de transcription et faire produire différentes protéines. Les protéines produites sont des protéines permettant de récupérer du sel des urines vers le sang. C'est le cas de ce qu'on appelle l'ENaC, qui est un canal sodique, mais également de la pompe Na+, K+, qui va récupérer du sang, des urines vers le sang du sodium, en faisant sortir du sang vers les urines du potassium. Elle va donc augmenter le sodium sanguin et diminuer le potassium sanguin, puisque le potassium va partir dans les urines. L'ADH maintenant. L'ADH, elle est sécrétée par stimulation par l'angiotensine 2, on l'a dit, dans des situations d'hypotension, c'est-à-dire quand la pression artérielle dans le corps de manière générale est faible, puisque c'est aussi une hormone qui fait remonter la pression artérielle, il est logique qu'elle soit sécrétée quand la pression artérielle a besoin d'être remontée. Mais également quand il y a une hausse de l'osmolarité. Je vous l'ai dit, le volume sanguin, c'est l'eau. Et quand il n'y a pas beaucoup d'eau, mon osmolarité, mes osmoles, elles sont en quelque sorte divisées dans un volume plus petit. Elles sont donc plus concentrées, j'ai donc une hausse de l'osmolarité. Et donc mon ADH va le percevoir et être sécrété à ce moment-là. Elle va agir sur le centre de la soif également pour faire boire davantage, ramener du volume sanguin. Elle va agir sur le rein pour diminuer la filtration, mais également pour récupérer de l'eau directement. L'ADH va stimuler les aquaporines tubulaires. Les aquaporines, ce sont des protéines capables de récupérer directement de l'eau sans avoir à passer par le mécanisme du sodium, juste récupérer directement, prélever directement de l'eau des urines vers le sang. Et à de très fortes doses, elle pourra aussi agir sur les vaisseaux sanguins pour faire de la vasoconstriction, mais c'est plus anecdotique puisque ça se fait seulement à de fortes doses d'ADH. Si on doit synthétiser maintenant tout ce qui s'est dit. L'angiotensinogène est produite par le foie, de manière quasi constante. La rénine est le facteur régulateur de ce système puisqu'elle n'est sécrétée que dans des situations où on a besoin de faire remonter la pression artérielle. On donne de l'angiotensine 1 qui va donner de l'angiotensine 2 et c'est là qu'auront lieu les actions biologiques. Au final, les actions biologiques, on peut les synthétiser en 3 types. Apporter davantage de volume d'eau, c'est-à-dire boire plus, c'est le rôle du centre de la soif. Limiter les pertes d'eau et donc de sel, c'est diminuer la filtration, diminuer la diurèse. C'est ce que vous faites au niveau du glomérule en diminuant la surface d'échange. Ou alors, vous pouvez récupérer ce que vous avez filtré. Ce sont les 3 types d'actions possibles. Récupérer ce que vous avez filtré, c'est le rôle que fait l'ADH avec ses aquaporines ou l'aldostérone avec ses pompes Na+, K+. Et donc au final, le mélange des 3, augmentation de l'apport d'eau, limitation de la perte d'eau, récupération de l'eau perdue, cela va vous donner un volume sanguin qui va réaugmenter et donc une pression artérielle qui va réaugmenter, revenir à des valeurs normales. Évidemment, à ce moment-là, le système pourra s'éteindre puisque les valeurs seront redevenues physiologiques. Je vous remercie de votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre ces notions complexes et qu'elles pourront vous aider dans la suite de vos études. Bonne journée et au revoir.